Mesdames et messieurs, bonsoir. Il ne reste plus que 2 mois et demi. Nous nous acheminons allègrement vers la date du 31 octobre 2020, date de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Ce sont plus de 7 millions d'électeurs qui sont attendus ce jour-là. Mais n'allons pas vite en besogne. Ce soir, nous aborderons les dernières actualités sur la liste électorale avec le président de la commission électorale indépendante, M. Ibrahim Coulibaly Kuibière, puisque le contentieux tire à sa fin. Et voilà, juste pour vous rappeler ce qui a déjà été fait, les populations ont été invitées à la réclamation, ce qu'elles ont fait pendant cette période consacrée au contentieux. Retour sur le terrain avec Sidonie Davila. Siège de la commission électorale locale au plateau. Il est 15 h, c'est le moment du point des réclamations de la journée. CC plateau 1, il y a eu 7 réclamations. Et CC plateau 2, il y a eu 13. Les réclamations concernaient les inscriptions, c'est-à-dire qu'il y a eu des émissions qui ont été faites, donc il fallait les réinscrire. Et il y a eu aussi ceux qui ont eu des erreurs sur leur nom, ils viennent pour procéder, n'est-ce pas, à la rectification. Depuis hier mercredi est ouverte la période du contentieux liée à la liste électorale. Les électeurs concernés y vont soit pour des cas de correction, de radiation ou encore d'inscription. D'aucuns disent qu'ils n'ont pas leur nom sur la liste, alors qu'ils ne prennent même pas le temps de bien vérifier. Et surtout que nous avons reçu une bonne formation, donc on essaie de les guider. Un peu plus tôt, l'équipe de Laurent Orso, vice-président de la commission électorale locale au plateau, recevait Abou Richard Dahon, un requérant. C'est trouvé qu'il y a mon nom, mais il y a un nom qui manque là-dedans. Donc, il fallait me suis renseigné, on m'a dit de venir demain pour rectifier ça avec le récépissé. Ce vendredi 7 août, jour de l'indépendance du pays et jour férié, les commissions locales restent ouvertes. Les centres dédiés, CEL, sont au nombre de 558, dont 53 à Abidjan. Un appel à tous les électeurs afin de venir vérifier leur nom sur les listes électorales parce que demain prend fin la phase de réclamation. Les réclamations durent 3 jours, du 5 au 7 août prochain. Elles font partie de la période du contentieux qui s'étend sur 17 jours. Cette période comprend également l'affichage des réclamations, la délibération et l'affichage des décisions avant l'arrêt de la liste électorale définitive pour la confection des documents électoraux tels que les listings électoraux et les cartes d'électeurs. Voilà ce reportage de Sidonie Davila, juste pour vous rafraîchir la mémoire. Bonsoir à Monsieur le Président et merci d'être là ce soir sur notre plateau. En tout cas, beaucoup a été dit, je voudrais vous le dire tout de suite, beaucoup a été dit et cela continue d'ailleurs. Vous en avez certainement une idée. Nous saisissons l'opportunité aujourd'hui pour parler de la liste électorale qui pose problème à l'opposition. Autant vous le dire tout de suite. L'opposition montre une grande insatisfaction devant tout ce qui a été accompli jusqu'à présent. Il y a des reproches, il y a même des accusations à votre endroit. Nous ferons le point ce soir avec vous. Mais je voudrais commencer tout de suite par le point de la liste électorale très attendu. Mais en même temps, il faut que je vous le dise. Vous savez que vous, CEI, vous êtes décrié, vous le savez? Nous le savons, mais pas forcément dans le sens négatif. Vous savez, certains de nos compatriotes, chaque jour que Dieu fait, nous félicitent pour l'accomplissement de notre mission. D'autres le sont moins, parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Mais c'est pour cette raison que le contentieux a lieu. Très bien. Voilà. Alors, si vous êtes félicité, tant mieux. Mais nous, ce soir, nous allons beaucoup plus vous parler des griefs à votre endroit. Nous allons commencer par le point des réclamations dans le cadre du contentieux. Est-ce qu'on peut commenter aujourd'hui ensemble? Disons, est-ce que le contentieux est définitivement terminé ou bien il n'est pas encore terminé? Non, le contentieux n'est pas terminé. Vous savez, à l'occasion de la révision de l'opération de révision de la liste électorale comprend 3 grandes étapes. Il y a d'abord la collecte des données, ensuite le traitement et enfin la production des documents électoraux. À l'occasion du traitement, qui est la 2e étape où nous sommes à l'heure actuelle, il y a dans cette phase le contentieux. Lequel contentieux comprend lui-même 3 grandes étapes. La première étape, c'est la réception des réclamations. La 2e étape,
c'est le traitement de ces réclamations par la commission électorale qui est un passage obligatoire. Et la troisième étape, c'est le contentieux judiciaire qui relève des compétences des juridictions de droit commun. Alors, l'étape qui est terminée, c'est celle de la réclamation. Parce que la loi dit que tout électeur peut demander l'inscription, la radiation ou la rectification de son nom sur la liste électorale. Peut demander l'inscription d'un citoyen ou lui-même son inscription, demander la radiation d'un citoyen ou demander la rectification. C'est ce qui constitue dans l'ensemble les réclamations. Alors pour répondre à votre question, aujourd'hui la réclamation depuis le 11, les réclamations ont pris fin, la période des réclamations a pris donc fin. On pourrait avoir des chiffres? Ah oui, bien sûr. Au total, nous avons enregistré 11 135 réclamations. 11 135 réclamations. Dans lesquelles nous avons 4 806 inscriptions, demandes en inscription, et puis 5 867 en rectification et 462 en radiation. Donc c'est l'ensemble qui fait 11 135 réclamations. Voilà. 11 135 réclamations. Quel commentaire vous faites là-dessus tout de suite, sur ce chiffre? Oh, vous savez, nous, on aurait voulu que ce soit plus. Ah oui? Mais parce qu'en réalité, s'il y a des irrégularités sur la liste électorale, comme le prétendent certains de l'opposition, c'était l'occasion qui était donnée d'avoir beaucoup de réclamations. Beaucoup de réclamations, ça suppose que vous n'avez pas bien fait votre travail non plus? Non, pas forcément. Ah oui. Vous savez, l'établissement de la liste électorale est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire de la commission électorale indépendante. Il s'agit de recenser tous les Ivoiriens qui sont désireux d'être électeurs et de se voir inscrits sur la liste électorale. Donc, ce faisant, c'est quand même plus de 12 millions de personnes. C'est sur toute l'étendue du territoire. À l'occasion de l'accomplissement d'une telle mission, il peut nécessairement avoir des erreurs. C'est pour cette raison que le législateur prévoit le contentieux. Donc, pour nous, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes parmi les réclamants relève en fait qu'on va avoir une liste électorale fiable. On ne se fait pas de complexe. Voilà. Mais en même temps, quand il y a moins de réclamants, c'est la preuve que la liste électorale est fiable. D'accord. Alors, vous êtes en train de nous dire actuellement que la liste que vous avez est presque apurée de toutes les anomalies possibles? Non, pas encore. Pas encore? Pas encore. D'accord. Je dis bien, nous commençons déjà par l'enrôlement. Après l'enrôlement, nous commençons par le traitement. Après le traitement, par le contentieux. Contentieux administratif qui s'est fait devant la commission électorale indépendante et ensuite le contentieux judiciaire devant les juridictions de droit commun. Donc pour l'heure, nous sommes devant la commission électorale indépendante. Au fur et à mesure, nous sommes en train d'apurer, expurger la liste électorale de toutes les irrégularités qui peuvent y exister. Donc à ce jour, tout n'est pas encore réglé? Ah, nous supposons que tout est réglé au fur et à mesure. Mais à chaque étape, il peut arriver qu'il y ait des erreurs. Voilà, c'est le sens de ces différents filtres. Je vous ai dit qu'il y avait 5 filtres. Oui. Le premier filtre, c'est à l'enrôlement. Le deuxième filtre, c'est le traitement. Le troisième filtre, c'est le contentieux devant la commission électorale indépendante. Le quatrième filtre, ou bien le troisième filtre, c'est celui qui s'est fait devant les partis politiques, quand on leur remet la liste électorale à ces derniers-là, de regarder ces listes-là, de vérifier s'ils s'y trouvent des irrégularités et de les porter à la connaissance de la commission électorale indépendante. Et le quatrième filtre, c'est ce qui se passe devant la commission, et le cinquième filtre, c'est ce qui se passe devant la juridiction de droit commun. Donc il y a 5 filtres. Donc à toutes les étapes, il peut arriver qu'il y ait des irrégularités. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas d'irrégularité. Nous ne pouvons pas non plus dire qu'il y a des irrégularités. Mais à chaque étape, il peut y avoir des irrégularités comme ne pas en avoir. Toutes les opérations qui sont déjà passées, quand il y a des retardataires, est-ce qu'il y a possibilité de rattraper? Ou bien c'est... Mais nous l'avons fait. D'accord. Nous l'avons fait déjà. Vous savez, lorsque le contentieux est ouvert et que la liste électorale est affichée, nous donnons 3 jours à tout citoyen inscrit sur la liste électorale de faire sa réclamation, qui peut consister à une inscription, à une radiation ou à une rectification. Dans le cas d'espèce, ce contentieux prenait fin le 7 août. Mais cela a coïncidé avec la commémoration de l'indépendance. Les partis politiques de l'opposition, on va dire certains, ont adressé un courrier au président de la commission électorale pour lui demander de tenir compte de ces jours non ouvrés. Immédiatement, nous avons donné instruction à nos services, non seulement de continuer de travailler ces jours fériés, mais en plus de cela, d'ajouter 2 jours de plus. Et c'est pour cette raison
qu'au lieu que cette réclamation, cette période prenne fin le 7, elle a pris fin le 11, mardi 11, pour dire que nous sommes flexibles sur nos délais. Bien entendu, quand ceux-ci ne contrarient pas notre chronogramme. D'accord. Alors, Monsieur le Président, je voudrais vous le dire très clairement, comme je le sens, hein, une grande partie de l'opposition et une grande partie aussi de la société civile aujourd'hui note la présence de ressortissants de la CEDEAO, de ressortissants étrangers sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas la fraude annoncée? Mais non, pas du tout. Parce que c'est quand même inconcevable qu'on trouve des ressortissants de la sous-région sur la liste. Mais qu'on nous fasse la preuve. Aussi simple que ça, M. Fofana. Vous savez, c'est tout le sens du contentieux. Quelqu'un peut avoir un intérêt à s'inscrire sur la liste électorale alors qu'il n'a pas qualité pour le faire. L'article 3 dit que pour s'inscrire sur la liste électorale, l'article 3, bien entendu, du Code électoral, prescrit que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut être ivoirien d'abord. Il faut avoir 18 ans et il faut jouir de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'une incapacité ou d'une indignité. Voilà ce que la loi dit. Alors s'il arrive par extraordinaire qu'un étranger, c'est-à-dire un non-ivoirien, s'inscrive sur la liste, la loi autorise tout électeur, je dis bien tout électeur, c'est-à-dire toute personne inscrite sur la liste électorale, de demander sa radiation, avec des preuves à l'appui. Nous le faisons déjà à travers l'enrôlement. Nous le faisons également à travers la consultation des registres des étrangers. Mais il appartient aussi aux partis politiques, à tout citoyen, de solliciter la radiation de ces personnes-là. Il ne s'agit pas... L'opposition le dit, Monsieur le Président, l'opposition le dit très clairement à visage découvert. Oui, je veux bien, mais l'opposition le dit. Est-ce que l'opposition vous dit qu'elle a saisi la commission électorale indépendante à cet effet? C'est tout le sens du contentieux. C'est bien beau de brandir ça et là, la liste d'étrangers sur la liste électorale, mais venez saisir la commission électorale avec des éléments de preuve à l'appui. Mais, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas dire que vous n'en êtes pas informé. La preuve, je vous ai dit, au jour d'aujourd'hui, le total des réclamations, c'est 11 135. Oui. Et au titre des radiations, 462. Comment vous comprenez cela? S'il y a autant d'étrangers sur la liste électorale, comment ça se fait qu'il y ait 462 radiations seulement? Et ce n'est même pas encore avéré. C'est 462 réclamations. Nous allons les traiter. En principe, moi, je m'attendais à au moins 1000 à 2000, 3000 radiations, de demandes en radiation. 462. Ça veut dire que ceux qui disent qu'il y a des étrangers sur la liste électorale ne sont pas venus saisir la commission électorale pour demander leur radiation. Alors, Monsieur le Président, vous le dites, mais tout de même, pourquoi la liste est autant décriée, puisque déjà sur cette même liste, il y a, excusez-moi de le dire, des mineurs, des bébés, de quoi douter de la liste? Ben, vous savez, ne doutez pas de la liste. Ne doutez pas de la liste parce que la loi vous autorise à expurger la liste de toutes ces irrégularités. À supposer qu'il y ait des bébés à Kubli qui soient inscrits sur la liste électorale, parce que c'est ce qu'on nous a dit à l'occasion du point de presse. Des bébés, un bébé de moins de 6 ans et de moins de 1 an à Kubli. D'abord, je ne sais pas matériellement comment cela a pu se faire. Il est venu au dos de sa maman ou il est venu à pied, lui seul, venir à notre guichet pour se faire enrôler un bébé de moins de 1 an. Non, il ne peut pas passer par ses voies. Ça ressemble plutôt à de la fraude. Non, mais alors, quel est l'intérêt? S'il y a une fraude, quel est l'intérêt? À qui profite le crime? Croyez-vous qu'un parti politique a intérêt à inscrire un bébé sur la liste électorale alors qu'il sait que le bébé ne peut pas voter? Comment il fait? Quel est l'intérêt pour lui d'avoir un bébé sur la liste électorale? Ni pour la commission électorale il y a un intérêt, encore moins pour les partis politiques. Mais si un parti politique a envie de frauder, c'est de faire de sorte qu'il y ait autant de ses militants sur la liste électorale et non des gens qui ne sont pas capables de voter. Croyez-vous qu'un mineur de 1 an puisse voter? Et quel est l'intérêt pour un parti politique de l'inscrire sur la liste électorale? Donc si cette irrégularité existe, c'est une erreur matérielle. Et pour cela, il y a une réclamation qui est prévue à cet effet qu'on appelle le contentieux de la rectification. À l'occasion du contentieux, vous venez porter cela à la connaissance de la commission électorale indépendante du lieu où vous avez constaté cette irrégularité et on va y remédier. Oui, je vous explique. Oui, allez-y. Moi, quand je passais mon BEPC, sur ma convocation, je suis né en 1669.
C'est-à-dire tous les chiffres concernant ma date de naissance existaient, mais étaient mal placés. Je suis né en 1966. Ils ont mis 1669. Croyez-vous que ceux qui ont commis cette erreur-là, c'était vraiment pour me nuire, pour m'empêcher d'être à l'examen? Ils ne me connaissent même pas. Mais je suis parti faire rectifier et j'ai passé mon examen et je l'ai eu. Je suis passé en seconde. C'est pour dire qu'il peut y avoir des irrégularités. Vous savez, en droit, la fraude, elle est caractérisée par ce que le latin appelle l'animus nocenti, c'est-à-dire l'intention de nuire. Est-ce qu'ils ont la preuve qu'il y a une intention de nuire, c'est-à-dire de commettre une faute? Une irrégularité, c'est une irrégularité. Ça peut arriver. Et c'est pour cette raison qu'il y a le contentieux. Voyez-vous, le législateur lui-même dit que les seuls cas qui emportent annulation d'une élection, ce sont les irrégularités qui sont de nature à affecter la sincérité du scrutin et l'ensemble du résultat. Voilà, pour dire que le législateur lui-même distingue le cas où l'irrégularité n'affecte pas la sincérité du scrutin et le cas où il affecte la sincérité du scrutin. C'est tout dire. Que le législateur lui-même admet ces irrégularités. Oui, allez-y, allez-y. Alors c'est pour cette raison qu'on autorise le citoyen, les partis politiques. Voyez-vous, dans quel intérêt, le 29 juillet passé, nous avons donné à nos frais la liste électorale aux partis politiques. Mais c'est à cette fin. C'est à l'effet pour eux de déceler dans la liste électorale des irrégularités. Alors quand ils trouvent ces prétendues irrégularités, au lieu de venir vers la commission électorale, ils le brandissent comme un trophée de guerre. Mais non, il ne s'agit pas de cela. La liste électorale n'est pas seulement le fait. Oui, c'est tout de même choquant, Monsieur le Président, de voir des irrégularités aussi énormes. Par exemple, quand quelqu'un a 170 ans, il est né en 1850, septembre 1850. Est-ce qu'ils vous l'ont prouvé? Ils vous l'ont prouvé? On brandit toujours des preuves. Est-ce qu'ils sont venus vous le prouver? Vous savez, Monsieur le Président, est-ce que vous l'êtes prouvé vous-même? Mais bien sûr. Parce que, vous savez, quand ils viennent nous dire, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui est né en 1850 sur la liste électorale, mais qu'ils prennent soin de nous dire sur quelle liste, où cette personne s'est fait enrôler. Parce que quand même, nous avons 558 centres d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire. On a 11 000 centres d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire. Mais c'est dans quel centre que ça s'est passé? Mais c'est en cela justement que on peut vous faire facilement le reproche, parce que tout de même, lorsque le PDCI ou les partis de l'opposition signalent des anomalies de cette ampleur, de cette nature, pourquoi la CEI ne prend pas sur elle de jeter un œil sur ces documents pour prouver que c'est faux ou non? Mais nous l'avons fait, c'est ce que je vous dis. Nous l'avons fait. Nous regardons, c'est ça qu'on appelle le traitement chez nous. Le traitement consiste à vérifier si effectivement les personnes qui sont sur la liste électorale méritent d'y être. Premièrement, si ce sont des Ivoiriens, à travers les documents qui sont fournis. Deuxièmement, si ce sont des Ivoiriens. Et troisièmement, si ce sont des personnes qui jouissent de leurs droits civils et politiques. C'est pour cette raison que dès que nous avons commencé la révision de la liste électorale, nous avons adressé un courrier au ministère de la Justice pour nous donner la liste des personnes qui sont condamnées ou qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Nous avons adressé un courrier au ministère de l'administration du territoire pour lui demander de nous donner la liste de toutes les personnes qui sont décédées et dont le décès a été porté à la connaissance des officiers de l'état civil. Vous comprenez? Mais c'est cette vérification que nous faisons. Maintenant, nul n'est infaillible. Si, à l'occasion de l'examen de cette liste électorale par les partis politiques, ils y décèlent des irrégularités, mais il leur appartient, comme la loi le prescrit, de les porter à la connaissance de la commission électorale indépendante pour qu'ensemble, on puisse expurger cette liste-là de ces irrégularités. Ce n'est pas l'affaire seule de la commission électorale indépendante. Mais, M. Fofana, je vais vous dire, ils ont beau jeu de dire qu'il y a des irrégularités. Est-ce qu'ils vous ont présenté une preuve attestant de ces irrégularités? Parce que j'ai toujours l'impression qu'on brandit un document. Oui, il y a quelqu'un qui est né en 1850, mais où? Parce que vous êtes en train de dire que vous, président de la commission électorale indépendante, on ne vous a pas donné les preuves jusqu'à présent. Mais jusqu'à présent, c'est ce que je me vertue à vous dire. J'ai dit, voilà des gens qui disent qu'il y a des non-ivoiriens sur la liste électorale, ce qui suscite la radiation. J'ai dit, sur 11 135 réclamations, il n'y a que 462 de demandes de radiation. Où sont-ils? Où sont-ils ceux qui disent qu'il y a des étrangers qui sont sur la liste électorale? Mais qu'ils viennent. Bon, peut-être Il n'y a pas une honte.
Peut-être que, oui. Peut-être que ce n'est pas votre rôle non plus, mais est-ce qu'on ne pourrait pas vous suggérer d'approcher ces personnes officiellement, vos services approchent ces personnes officiellement, pour avoir ces éléments de preuve afin de rassurer tout le monde? Mais non, pourquoi vous voulez que je les approche? Puisque la loi exige à tout le monde, tout électeur, de venir solliciter l'inscription ou la radiation de quelqu'un. Mais c'est un devoir civique. Pourquoi voulez-vous que moi je le fasse à leur place? Moi, je n'ai même pas fini de faire mon traitement. Ce sont eux qui seront les premiers à me dire, mais on vous a demandé de faire ceci, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi voulez-vous que j'aille faire leur travail? Mais moi, je vous ai dit, je veux bien qu'il existe des étrangers. Je veux bien qu'il existe des mineurs de moins de 1 an. Je veux bien qu'il existe des centenaires sur la liste électorale, mais qu'on me fasse la preuve de cela. Qu'on vienne à la télévision, qu'on vienne dans les journaux pour dire que voilà telle preuve qui atteste qu'il y a telle irrégularité sur la liste électorale. Je vais vous dire, quand vous venez dans nos guichets, on vous donne toujours un récépissé qui atteste que vous êtes venu porter votre réclamation à l'attention de la commission électorale indépendante. Vous ont-ils montré ce récépissé? C'est une réponse? Non, je demande, est-ce qu'ils vous ont présenté ce récépissé pour attester de ce qu'ils ont saisi la commission électorale indépendante? C'est cela. Parce que c'est beau jeu de dire, oui, voilà, on a constaté qu'il y a des irrégularités. Mais venez. Très bien. Alors, Monsieur le Président, il y a quand même quelques exemples qui embarrassent. Avait-on besoin d'interpeller la CEI avant de retirer de la liste électorale le nom du président du Conseil économique et social décédé depuis décembre 2009? M. Charles Dibi n'est plus de ce monde, qu'il repose en paix. Comment cela a pu vous échapper pour que son nom continue de figurer sur la liste? Mais vous savez, je m'incline devant la mémoire de cet homme de devoir. Malheureusement, c'est l'actualité qui nous l'impose. Mais la commission électorale indépendante, bien qu'elle ne conteste pas le décès de M. Dibi Charles, ne prend pas sur elle-même de radier les personnes sur la liste électorale. Quand la révision a débuté, nous avons écrit, comme je vous l'ai dit tantôt, un courrier au ministre de l'administration du territoire pour demander à celui-ci de mettre à notre disposition la liste des personnes décédées. Mais si M. Dibi ne figure pas au nombre des personnes décédées, pourquoi voulez-vous qu'on le radie? Mais la radiation se fait sur la base d'un acte authentique délivré par l'officier de l'état civil. Pourquoi voulez-vous qu'on radie M. Dibi, même si on sait qu'il est décédé? Je vais vous expliquer, peut-être que vous ne savez pas. Au lendemain de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nombreux étaient les Ivoiriens pour rendre honneur à Houphouët-Boigny, au président Houphouët-Boigny, de donner le nom du président Houphouët-Boigny à leurs enfants. Et ça se passait très souvent à l'Ouest. Ils étaient tellement nombreux que le président de la République d'alors, le président Félix Houphouët-Boigny, a dû prendre un décret pour interdire de donner son nom aux enfants. Ah, vous savez combien d'Houphouët-Boigny il y avait, Félix Houphouët-Boigny il y avait? Alors, aujourd'hui, parce que Félix Houphouët-Boigny est décédé, rien que fort de cela, je vais venir radier les personnes. Vous savez combien de Charles de Gaulle il y a au centre? Dans le pays baoulé? Charles de Gaulle. Mais ils sont nombreux. Alors, nous radions les gens de la liste électorale sur la base d'actes authentiques délivrés par l'officier de l'état civil. Mais si cet acte ne nous est pas parvenu, nous ne prenons pas sur nous la volonté de radier ces personnes. Si on le fait, ce sont les mêmes qui vont nous dire que nous nous sommes hâtés de radier des gens dont on n'a même pas la preuve de leur décès. Mais il faut avoir la preuve du décès. C'est vrai que M. Dibi est décédé, paix à son âme, mais nous n'avons pas un acte authentique venu du ministère de l'administration du territoire attestant de ce que ce monsieur est décédé. Ah oui, justement, ce sont ces deux questions qui me trottèrent la tête. Alors, quelle autorité devait-vous signifier cela? Elle ne l'a pas fait. Vous n'avez pas jusqu'à présent reçu d'acte de décès. De la part de M. Dibi? Non. De M. Dibi? Oui, non. L'acte de décès de M. Dibi? Non, pas encore. Mais tout comme beaucoup de personnes qui sont décédées. Oui, parce que ce que vous disons, monsieur il Dibi, est bon. parce que c'est un nom illustre, c'est une personnalité bien connue, oui. Il n'y a pas de doute sur le décès. Oui. L'État de Côte d'Ivoire a fait toutes les cérémonies administratives et tout ce qu'il faut. Oui. Il n'y a pas de doute à ce que la CEI ne réagisse pas. C'est sur pièce. La CEI ne réagisse pas. C'est sur pièce. C'est vrai. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, vous savez combien de Dibi Charles il y a sur la liste électorale? Parce que l'article 6 du Code électoral prescrit que l'électeur doit être suffisamment identifié. D'abord, son numéro d'enregistrement, son numéro d'ordre unique, ses noms et prénoms, sa date et lieu de naissance,
son domicile, sa nationalité, sa profession, le nom et prénom de ses pères et mères, la date et lieu de naissance de ses pères et mères, la nationalité de ses pères et mères, sa photo et ses empreintes. Voilà l'identité de la personne. Alors vous me dites, M. Dibi est décédé. Mais M. Dibi, est-ce que vous savez combien de Dibi il y a sur la liste électorale? Alors si je me permets d'aller radier tous les Dibi qui sont là, mais il y a des personnes qui ne sont pas décédées que je vais atteindre. Voilà l'erreur. Voilà pourquoi il est bon d'attendre l'acte authentique attestant du décès de M. Dibi, même si les faits sont réels. Voilà. Oui, vous le dites, mais en même temps, je suis au regret de le dire comme ça. Vous avez connaissance de cela. Bon, vous avez expliqué la règle de droit, mais j'ai envie de dire aussi que vous vous êtes hâté tout de même à radier de la liste électorale certaines personnalités bien connues. Le président Laurent Gbagbo a été radié sans qu'il ne soit informé. Le Premier ministre Guillaume Soro a été identifié, a été du moins radié sans qu'il ne soit informé. Le ministre Charles Blé Goudé, pareil. Donc, pourquoi dans certains cas vous vous hâtez et dans d'autres cas vous traînez les pieds? Mais c'est si simple, on ne s'est pas hâté. Ce que j'ai dit pour le décès, c'est ce qui est arrivé pour les condamnations. C'est parce que nous n'avons pas d'acte authentique attestant du décès de M. Dibi que nous ne l'avons pas radié, ce qui n'est pas le cas des personnes que vous venez de citer. Et comme je vous l'ai dit, à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous avons adressé un courrier au ministre de la Justice qui nous a donné la liste des personnes qui sont condamnées ou qui sont déchues de leurs droits conformément à l'article 4. Que dit l'article 3 et l'article 4? L'article 3 du Code électoral. Du Code électoral, bien sûr. L'article 3 du Code électoral prescrit que pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être ivoirien, il faut avoir 18 ans, juge de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'une incapacité. Et l'article 4 vient dire quels sont ceux qui sont frappés d'incapacité et qui perdent la qualité d'électeur. C'est ceux qui sont notamment condamnés pour des faits de crimes, pour des faits de délits non assortis du sursis, c'est-à-dire vol, escroquerie, abus de confiance, attentat à la pudeur, détournement des deniers publics, etc. Condamnés par contumace, déchus de leurs droits civils et politiques par décision de justice, les faillis non réhabilités, etc. Voilà les personnes. Donc, nous avons adressé un courrier au ministre de la Justice à l'effet de mettre à notre disposition ces décisions. Ce que le ministre a fait par un courrier, il nous a donné la liste. Et nous, quand on regarde la liste, immédiatement, on en tire les premières conséquences. C'est-à-dire, on radie les personnes pour susciter le contentieux. Et puis, on attend la réaction des personnes concernées. Et au titre de ces personnes, il y a ces illustres personnalités dont vous avez parlé, c'est-à-dire le président Gbagbo, le président Soro Guillaume, et puis le ministre Blé Goudé Charles. Oui. Alors, pour le cas de chacun, il est bon de le préciser. Lorsque nous recevons une telle liste, comme je vous l'ai dit, nous radions et nous suscitons le contentieux. Pour le cas du président Gbagbo, lorsque on l'a radié, par le biais de son avocat, le président Gbagbo nous a saisi le 5 août pour nous dire qu'il ne comprend pas pourquoi il n'est pas sur la liste électorale alors qu'il y a toujours figuré. Il n'a pas connaissance qu'il y a une décision qui est devenue définitive, le condamnant. Donc, ce faisant, il ne comprend pas pourquoi il n'est pas sur la liste électorale. Par le biais de son avocat, il explique que la décision de condamnation de M. Gbagbo, qui est une décision par défaut, ne lui a pas été signifiée à personne, conformément à l'article 560 du Code de procédure pénale. C'est ce que son avocat dit. Donc, fort de cela, cette décision ne peut pas être définitive et entraîner les effets de la radiation comme nous l'avons fait. Voilà ce que l'avocat a dit. Tout à fait. Nous, immédiatement, nous saisissons le ministère de la Justice, ministère public, qui est parti au procès, qui va nous donner des éléments justificatifs pour faire des observations sur ce point. Le ministre de la Justice, par le biais du procureur de la République, donc, va nous transmettre un certificat de non-appel et de non-opposition qui dit que ces personnes n'ont pas exercé de voie de recours. Alors, nous avons les deux positions en face. Il y a une position qui dit la décision n'est pas définitive
parce qu'elle ne nous a pas été signifiée à personne. L'autre dit, la décision est devenue définitive parce que nous avons exercé, il n'y a pas eu de voie de recours. Alors, que fait la commission électorale indépendante? Je vous explique. La commission électorale indépendante, avant de radier quelqu'un sur la liste électorale, s'assure que la décision sur la base de laquelle elle va procéder à la radiation est devenue irrévocable. Mais c'est quoi une décision irrévocable? Une décision irrévocable, c'est une décision qui ne peut plus être remise en cause. Soit parce que les voies de recours ont été exercées et n'ont pas eu gain de cause, soit parce que le délai pour exercer ces voies de recours est écoulé. C'est différent d'une décision définitive. Une décision définitive, c'est une décision dans laquelle le juge a vidé sa saisine parce qu'il a statué sur la question principale pour laquelle il a été saisi. Et ce faisant, il ne peut plus revenir là-dessus. Mais une décision définitive, à la différence d'une décision irrévocable, peut faire l'objet d'une voie de recours qui est l'appel. Donc, pour nous, nous nous assurons que c'est une décision irrévocable. Alors, comment nous le faisons? On demande au ministère de la Justice de nous produire un certificat de non-appel et de non-opposition. C'est ce qu'ils ont fait. Mais mieux, nous regardons le caractère de la décision. Parce que dit la loi? Une décision, les délais de recours courent à compter du prononcé de la décision quand la décision est contradictoire. Les délais d'appel courent à compter de la signification quand la décision est rendue par défaut. Alors, dans le cas du président Gbagbo, la décision a été rendue par défaut. Donc, ce n'était pas contradictoire. Tout à fait. Alors, à l'occasion de cette décision, l'avocat dit qu'on aurait dû signifier la décision à personne à Gbagbo. Et il invoque l'article 560. Mais que dit l'article 560? Mais ce qui a un sens tout de même. Bien sûr, qui a un sens. Mais voyez la suite. L'article 560 dit ceci. Si un jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de la signification, quel qu'en soit le mode. Alors, lorsque M. Gbagbo a été jugé par défaut, son avocat, Maître Bobré Félix, a formé opposition contre cette décision de défaut. Ça veut dire quoi, l'opposition? Ça veut dire, reprenez le procès. Je vous demande de reprendre le procès parce que je n'étais pas là. Le tribunal fait droit à sa requête et fixe une nouvelle date d'audience qui est le 29 octobre 2019. À cette date, le prévenu ne comparaît pas ni ses avocats. Immédiatement, le tribunal rend un jugement qu'on appelle le jugement d'itératif défaut. Qui veut dire quoi? Qui veut dire tout simplement que tu n'étais pas là pour la première fois. Tu as fait opposition. J'ai repris l'audience, tu n'es pas non plus venu. Et cette fois-ci, je rends une décision d'itératif défaut. Quelle est la conséquence? La première conséquence, c'est que la décision par défaut contre laquelle vous avez formé opposition va s'appliquer immédiatement. Ensuite, vous ne pouvez plus faire opposition. La seule voie qui vous reste, c'est de faire appel. Mais cet appel court à partir de la signification puisque c'est une décision par défaut. Mais c'était évident, Monsieur le Président, que M. Gbagbo ne puisse pas être là. Oui, bien sûr. Mais l'article 427... Mais on sait très bien où il est. Oui, bien sûr. Et on sait aussi qu'il y a été conduit par l'État de Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc, en son absence, vous savez très bien qu'il ne pouvait pas être là. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que l'article 427 du Code de procédure pénale dit ceci. Que lorsque le prévenu n'est pas à l'audience, le tribunal peut retenir l'affaire. Comme ne pas retenir l'affaire, il appartient à son avocat de venir justifier le motif pour lequel le prévenu n'est pas là. Ce n'est pas le juge qui a envoyé M. Gbagbo à La Haye. C'est le gouvernement qui a envoyé M. Gbagbo à La Haye. Donc il appartenait à l'avocat de venir porter les faits à la connaissance du juge. Voilà les motifs pour lesquels mon client n'est pas présent. Et il appartenait au juge ici d'apprécier la justesse. Mais cela n'a pas été fait. Ils n'ont même pas comparu ce qui a justifié l'itératif défaut. D'accord. Alors, et donc, pour l'avocat, l'itératif défaut devrait être signifié à personne. Alors que l'article 560 dit que les jugements rendus par itératif défaut peuvent être signifiés quel qu'en soit le mode. Or, on peut signifier une décision à parquet quand on n'a pas connaissance ni du domicile connu, ni de la résidence connue de la personne, soit
à mairie, quand on a connaissance du domicile, mais qu'on n'a pas trouvé la personne à son domicile, ou au domicile élu, quand il a constitué ministère d'avocat, c'est-à-dire il a eu un avocat, ou bien à son domicile réel, c'est-à-dire la signification à personne. Voilà les différents modes de signification. Mais on peut se permettre de dire que M. Laurent Gbagbo est à la CPI. Oui, il a son avocat qui est maître maintenant, qui ne l'a pas contesté. Est-ce là-bas qu'il devait recevoir sa convocation? Mais c'est ce que la loi dit, quel qu'en soit le mode de signification. Quel qu'en soit le mode de signification. Ça veut dire que vous vous adressez donc à la CPI plutôt qu'à son avocat? Non, puisque on peut le faire, quel qu'en soit le mode de signification. Le juge, donc, le procureur de la République qui est chargé de l'exécution des décisions, a donc demandé à ce que l'huissier aille signifier cette décision. Ils sont partis chez Maître Maintenant, qui est l'avocat de Gbagbo, qui ne le conteste pas, mais qui, lui, il a dit que la signification qui valait, c'était celle qui était faite à son client à La Haye, alors que l'article 560 prescrit que les jugements rendus par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de la signification, quel qu'en soit le mode. Et je vous ai dit, comment on appelle la signification au domicile élu, c'est-à-dire chez l'avocat, est aussi un mode de signification. Très bien. Donc, ce faisant, pour nous, la décision est devenue irrévocable, elle n'est pas susceptible d'être remise en cause et nous l'avons radiée. Mais je précise très bien, il est bon de le dire, que la commission électorale ne statue pas sur le fond du dossier. Est-ce que le président Gbagbo est coupable des faits qui lui sont reprochés? Ce n'est pas de ça dont il est question. Il s'agit des faits qui se détachent de cette décision, les effets que produise cette condamnation. C'est tout, hein? Sinon, nous ne statuons pas sur le bien fondé de la condamnation du président Gbagbo, qui relève bien entendu des juridictions de droit commun. Très bien. Les deux autres cas. Prenons le cas du Premier ministre Guillaume Soro. Alors, le cas du Premier ministre Guillaume Soro... Qui, lui, non plus, n'est pas là. Et donc... Non, lui, pour lui, c'est différent. Lorsque nous l'avons radié, lui, il ne pose même pas le problème en termes de voie de recours. Lui, sa décision est contradictoire. C'est-à-dire qu'il a eu connaissance de l'existence de la procédure par le biais de ses avocats. C'est ce que la décision dit. Mais moi, je ne m'en tiens pas à ça. Mais lui, il me saisit pour dire, Monsieur le Président, vous m'avez radié de la liste électorale sur le fondement d'une décision de justice qui est contraire à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui prescrit qu'il faut surseoir à toute poursuite me concernant. 1. Et 2, et que cette décision de condamnation me concernant viole l'article 123 de la Constitution qui prescrit que les traités et les accords régulièrement ratifiés dès leur publication ont une autorité supérieure à la loi sous réserve de réciprocité. Et fort de ces deux éléments, il n'est donc pas admis que moi, je sois radié de la liste électorale. Mais ces arguments, aussi pertinents soient-ils, mais ce n'est pas devant la commission électorale qu'il faut le dire. C'est devant la cour d'appel qu'il fallait le dire, en exerçant la voie de recours à partir du prononcé, puisque la décision était devenue contradictoire. C'est cela. Moi, je ne gère pas cet aspect-là. Cet aspect-là ressorti à la compétence du juge de droit commun. Moi, je gère les effets de la décision. Alors, vous n'avez pas exercé les voies de recours et c'est devant moi que vous venez les invoquer. Si vous l'aviez exercé, devant la juridiction, évidemment, la décision ne serait pas devenue irrévocable, justifiant ainsi votre radiation de la liste électorale. Voilà le cas du président Gbagbo, comme on appelle du président. Le dernier cas, le ministre Charles Blé Goudé, il n'est pas en fuite. Ce que j'aurais appris, il a été jugé par contumace. Il n'est tout de même pas en fuite. Non, non, lui non plus, il n'est pas en fuite. Alors, à la différence des autres cas, où c'était des faits délictuels, le cas du président, comme on appelle, du ministre Blé Goudé, ce sont des faits criminels. Voilà pourquoi on parle de contumace. Alors, le président, comme on appelle, le ministre Blé Goudé a été jugé et condamné par contumace. La contumace signifie que l'accusé n'était pas présent à son audience pour une excuse qui n'était pas valable. Alors, que dit le ministre Blé Goudé? Il saisit le président de la commission électorale indépendante, il dit, mais monsieur le président, vous me radiez de la liste électorale et vous me jugez par contumace. Mais le régime de la contumace ne s'applique pas à moi. Parce que moi, vous savez bien où je suis. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui m'a envoyé à La Haye. Donc je ne peux pas être présent à cette audience. Et puis deuxièmement, la décision n'est pas devenue définitive. Quand il le dit, mais ce sont des arguments qui sont pertinents. Mais sauf que dit l'article 356 sur la contumace? Dit que le délai d'appel court
à compter du jour où le jugement par contumace est porté à la connaissance de l'accusé ou de son avocat. Il se trouve que le 28 janvier 2019, la décision de condamnation de M. Blé Goudé par contumace a été signifiée à son avocat, maître Goïbi Irié Raoul. Le 28 janvier à 13h. Et ils ont laissé copie qui a été visée par son assistance en son cabinet. Alors, à partir de cet instant, le délai de recours est expiré. Donc, moi, je dis bien que les arguments qu'ils avancent sont vraiment pertinents, mais il aurait fallu les exercer devant la cour d'appel, que moi, je ne suis pas. Moi, je suis une juridiction où, à la limite, je suis un organe juridictionnel électoral. Donc, je ne fais que gérer les effets de la décision. Voilà ce qui a justifié la radiation de ces personnes-là. Mais il est bon de préciser que ce ne sont pas des décisions sans recours. Ils pourront donc saisir le tribunal s'ils considèrent que la commission électorale s'est trompée pour se voir inscrits sur la liste électorale si on fait droit à leur requête. Dans le cas contraire, ils seront radiés de la liste électorale. D'accord, alors ils seront radiés. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on ne peut plus rien faire? Maintenant que vous avez des éléments nouveaux, j'ai envie de dire comme ça, au nom du droit, au nom de la paix, est-ce que ce n'est pas possible qu'on puisse faire autre chose que la décision qui a été prise? Est-ce que ces trois personnalités demeureront radiées? Non, d'abord, ils ne demeurent pas radiés à vie. Parce que ce sont des peines dans le temps. Dès que ce temps sera écoulé, ils pourront être inscrits sur la liste électorale. Ça, c'est un. Et de deux, je dis bien que la décision de la commission électorale indépendante peut être soumise à censure du juge de droit commun, c'est-à-dire le président de la juridiction, où l'inscription ou la radiation est demandée. Donc, il n'y a pas à se faire de bile pour cela. Mais maintenant, je le dis bien, la commission électorale indépendante fonctionne aussi bien sur la loi que sur les accords politiques. S'il revient bien entendu que les partis politiques s'accordent à faire table rase sur les décisions de justice et au nom de la paix, demander à ce que tous les candidats ou tout potentiel candidat soient inscrits sur la liste électorale, mais moi je n'ai pas de souci avec ça. Moi je ne fais qu'appliquer ce qu'on m'a dit d'appliquer, c'est-à-dire le législateur, la loi. C'est ça que j'applique. Maintenant, il peut arriver qu'à la suite d'un accord politique, qu'on demande, ça s'est passé déjà, qu'on demande que tous les candidats soient retenus sur la liste de candidatures pour être candidat à l'élection du président de la République ou d'autres élections. Oui, Monsieur le Président de la CEI, avouons que tout cela ressemble un peu à une rupture de confiance entre l'opposition et la CEI. Vous le constatez, parce que tout ce que vous avez expliqué, l'opposition regarde cela comme des décisions dirigées contre des personnalités qu'on n'a pas envie de voir prendre partie à la compétition. Mais non, vous avez cité 3 personnalités, mais sinon, il y a près de combien de mille de personnes qu'on a radiées de la liste. Oui, je parle des plus illustres, les noms les plus connus. Ce sont les citoyens au même titre que les autres. Je peux prendre le cas de chacun, les motifs qui ont justifié leur radiation et leur inscription. Chaque cas. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi que les 3 personnalités que je viens de citer ne sont pas des citoyens ordinaires? Mais dites-moi, est-ce que seriez-vous d'accord avec moi, alors que ces personnes ne méritaient pas d'être sur la liste électorale, que je ne fasse pas comme la loi l'a dit? Non, je vous fais juste la remarque. Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas radié M. Dibi sur la liste électorale, alors que ce monsieur est décédé? J'ai une décision de justice qui atteste que ces personnes sont condamnées et que la décision est devenue irrévocable. Je les radie. On dit non, il faut au nom de la paix. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'était juste pour comprendre, Monsieur le Président. Est-ce que la CEI a quelque chose à cacher? Parce que depuis un moment, tout de même, l'opposition, comme la société civile, vous demande un audit international que vous refusez systématiquement. Non, pas du tout. Qui c'est qui a dit qu'on a refusé cela? On n'a pas refusé l'audit, mais on a dit commencez déjà par auditer en interne. La loi vous donne l'occasion d'auditer votre liste en interne à travers le contentieux. Mais commencez par faire cela. Vous demandez un audit international. Mais sur la base de quoi? Moi, je n'ai pas de soucis. Vous venez auditer. Mais je dis que la loi vous autorise vous-même déjà à pouvoir auditer votre liste en réclamant, en demandant l'inscription ou en demandant la radiation des personnes qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale ou en demandant des rectifications. C'est la loi qui vous autorise à le faire. Et c'est pour cette raison que la commission, à ses propres frais, vous a remis la liste électorale sur clé pour que vous puissiez l'avoir à votre domicile, pour regarder minutieusement tous ceux qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'il y a meilleur audit que ça?
Maintenant, s'ils ont confiance à un audit international, mais qu'ils le fassent. Moi, pour l'heure, je ne doute pas de la liste électorale indépendante. Parce que, figurez-vous, je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous ne sommes pas des adversaires avec les partis politiques. Au contraire, les partis politiques sont nos alliés. Les partis politiques sont nos alliés. Qu'ils viennent nous dire, autant ils trouvent le courage de venir nous dire de proroger les délais, autant ils ne trouvent pas le courage de venir nous dire qu'il y a des irrégularités qui sont sur la liste électorale. Allez-y comprendre quelque chose, hein, M. Fofana. Très bien. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait attiré votre attention sur le fait que les CEI locales étaient déséquilibrées et sont même sous l'emprise de certaines personnalités proches du pouvoir. Avez-vous trouvé une solution à cela? Moi, c'est pas, quand vous posez la question de cette façon, je n'ai pas la réponse, mais je peux vous dire ceci. Mais c'est comme cela que ça a été dit. Mais la Cour africaine des droits de l'homme parle de déséquilibre au sein des commissions locales. Je le répète encore, s'il y a des équilibres, encore que j'en doute fort bien, mais s'il y a des équilibres, c'est le fait de la loi. Parce que dit la loi? La loi dit que pour être membre de la commission électorale indépendante, les partis politiques de l'opposition désignent 3 personnes, les partis politiques au pouvoir désignent 3 personnes et l'administration désigne 1 personne. Ça fait 7 personnes. Ce sont ces personnes qui se réunissent, qui font des alliances et qui mettent en place un bureau. Et à la suite d'élections, bien entendu. À la suite d'élections. Et donc, à l'issue des élections, il se trouve qu'il y a un parti politique qui a raflé toutes les présidences. Mais alors, à qui la faute? Mais c'est le principe de la démocratie. La démocratie, elle se fait dans le nombre. Là où il y a le plus de suffrages, c'est celui-là qui gagne. Et pour avoir ce nombre de suffrages, ils font des alliances. Donc, ils ont fait des alliances. Je suis même parti à un moment donné, avec mes collègues commissaires, à demander aux partis politiques ce principe, que celui qui a la présidence ne se présente pas à la vice-présidence. Le parti qui a la présidence ne se présente pas à la vice-présidence, et ainsi de suite, pour permettre un peu une coloration multiforme. Mais voilà, c'est pour vous dire que nous avons tenu compte de beaucoup de choses, mais la réalité est que c'est la loi même qui le dit. Alors s'il y a un déséquilibre, c'est que le déséquilibre vient de la loi. 1000 fois on va reprendre les élections, 1000 fois c'est comme ça que ça va se passer, je vous dis. Parce que c'est des alliances que les partis politiques font entre eux. Et ce sont ces alliances, c'est le résultat de ces alliances à l'issue d'une élection qui donne ces résultats-là. Alors, mais je le dis aussi que l'article 18 de la loi portant commission électorale indépendante prescrit que, à l'occasion de chaque activité, on réorganise la commission électorale locale. Donc, je dis, à l'occasion des opérations électorales, nous allons procéder à une nouvelle élection qui va permettre de remettre les choses comme elles étaient. Maintenant, si on dit qu'il y a des équilibres, il faut venir maintenant au sein de la commission électorale pour vérifier si les élections ont lieu, sur la base desquelles ces élections donc, permettent de mettre les bureaux en place. Donc voilà, nous allons le faire et c'est pour cette raison qu'on a invité les partis politiques à mettre à notre disposition les personnes qu'ils vont désigner entre le 16 et le 28 pour que nous procédions ici à la mise en place des bureaux des commissions locales. Mais non conformément à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, mais conformément à la loi, qui est conforme aussi à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. En tout cas, ça semble répondre déjà aux préoccupations de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais Monsieur le Président, le dernier constat que nous avons fait, c'est qu'au lieu de 15 membres, maintenant, le bureau central, la CEI, a 16 membres, ce qui avait été demandé par l'opposition et le PDCI longtemps. Il y a un 16e membre qui est là désormais, mais qui ne peut pas siéger. Là encore, il se passe des choses qu'on ne comprend pas très bien. Bon, ben, vous savez, la commission électorale indépendante est régie par la loi portant organisation de la commission électorale indépendante. Le 4 mars 2020, le président de la République a donc pris une ordonnance désignant une 16e personne. Nous sommes heureux d'avoir cette 16e personne. Mais celle-ci ne peut exercer au sein de la commission centrale que si elle prête serment. Donc nous attendons que celle-ci prête serment pour venir à la commission électorale indépendante. Bon. Mais il est bon de préciser qu'on ne vient pas à la commission électorale indépendante en tant que vice-président ou secrétaire permanent. Oui, mais c'est ce qui avait été demandé par le PDCI en donnant un nom
Il avait été promis au PDCI d'avoir un siège de vice-président. Ah, moi, je n'étais pas là-bas. Mais ce que je sais, c'est que l'ordonnance ne précise pas la qualité, si ce n'est de dire que la personne vient en tant que membre de la commission centrale. Elle ne dit pas, l'ordonnance ne dit pas que la personne vient occuper un poste de vice-président. Parce que pour l'heure, il y a 3 postes de vice-président. Oui. Alors, s'il y a un 4e poste de vice-président, il va falloir modifier l'ordonnance portant composition de la commission électorale indépendante. Mais je dis bien qu'on ne nomme pas vice-président à la commission. On est d'abord membre et c'est à la suite d'une élection qu'on devient vice-président. Oui, mais vous étiez 15 membres, une ordonnance vous a amené à 16. Une autre ordonnance peut vous désigner un vice-président. Mais bien sûr, c'est ce que je dis. Si l'ordonnance crée le poste de vice-président, on pourra élire un autre vice-président. Surtout que c'est sur cette base que le PDCI a donné un nom. Non, je ne crois pas que ce soit sur cette base. Ce sont les informations que... L'ordonnance que nous avons eue, nous avons reçu de la part du ministre de l'administration du territoire 2 courriers. Le premier, relatif à la désignation par le PDCI de son représentant au sein de la commission centrale. Et c'était sur la base de l'ordonnance du 4 mars 2020. Et ça, c'était en tant que membre de la commission centrale et non en tant que vice-président. Et c'est ce que le courrier du ministre de l'administration nous a révélé. Donc, il n'a jamais été question de vice-président. C'est maintenant que vous me l'apprenez. Alors, mais je dis bien qu'on n'est pas nommé vice-président. On est nommé d'abord membre. Et c'est au sein de la commission et à l'issue d'une élection qu'on devient vice-président. Même le 4e vice-président, le poste de 4e vice-président n'est pas encore créé. Certainement qu'ils vont y pouvoir. Très bien. Les 2 dernières minutes qui nous restent, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que la liste électorale, le fichier électoral se retrouve dans la main de Vodou? C'est ce qui a été dit lors de la conférence, une conférence prononcée par le PDC. Monsieur Fofana, je m'inscris en faux contre une telle décision ou bien une telle information. Mais il vous souvient que Monsieur le Président Bédié m'a fait l'honneur de me recevoir en son hôtel. Et parmi les points dont nous avons parlé figurait cet élément-là. Mais j'ai précisé qu'à aucun moment, Vodou Communication, qui n'a même pas vocation à gérer un fichier électoral, à notre fichier électoral, c'est IDEMIA, l'opérateur technique IDEMIA, qui gère, avec bien entendu les techniciens de la commission électorale indépendante, le fichier électoral. IDEMIA, qui a participé en son temps en qualité de SAGEM, qui est devenu Morpho, qui est devenu Safram et qui est aujourd'hui devenu IDEMIA, qui en 2008, 2009, 2010, qui a participé à l'identification de la population et au recensement général. C'est celui-là qui a géré toujours le fichier électoral. Donc, il n'a jamais été question de confier, comme on appelle la gestion du fichier électoral à Vodou Communication, qui est un organe de communication, mais qui n'est pas un organe technique de gestion d'un fichier électoral. Ça, je ne comprends même pas. J'ai même expliqué au président Bédié que si d'aventure, notre opérateur qui est chargé de la communication, qui s'appelle DB Consult, si d'aventure, cet organe-là a commerce avec un autre organe qui est impliqué et portant ainsi un discrédit à notre activité, il va falloir surseoir ou bien on rompt notre contrat. Et je l'ai signifié et j'ai donné ampliation au président Bédié. Alors, c'est pour dire notre bonne foi, mais je ne sais pas pourquoi on insiste à dire que c'est Vodou qui gère le fichier électoral. Vodou ne sait même pas comment on peut gérer le fichier électoral puisqu'elle n'en a même pas la compétence. En tout cas, je ne saurais répondre sur ce plateau, mais là, vraiment, en une phrase, le 31 août, c'est en principe terminé, vous ne recevez plus de candidature à la candidature pour la présidentielle. Non, c'est oui, à partir du 31, nous recevons les dossiers de candidature que nous allons transmettre au Conseil constitutionnel qui, lui, à son tour, va statuer pour apprécier l'éligibilité des 10 candidats et donner la liste le 16 septembre, la liste des candidats. En tout cas, merci à vous, Monsieur le Président, d'avoir répondu à notre appel pour nous donner ces éclairages sur la commission électorale indépendante et sur la liste provisoire que nous attendons tous. Nous attendons la liste définitive pour bientôt. En tout cas, merci d'être venu. Mais c'est moi qui vous dis merci de nous donner toujours l'occasion d'éclairer les Ivoiriens et nous faisons tout pour que nous puissions mener à bien cette mission que la nation nous a confiée. En tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui. Ce sera avec beaucoup de plaisir que nous vous recevrons à nouveau. Pour rappel, la présidentielle, c'est le 31 octobre prochain, dans 2 mois et demi. Donc, merci à vous de nous avoir suivis et très bonne soirée sur RTI 1.